Bonjour à toutes et à tous. Donc normalement nous sommes parmi vous pour ce nouveau live. Je vais attendre qu'on nous confirme bien ce point-là dans le chat. Je crois que Isabelle nous le confirme. Mais je suis très heureux de vous retrouver nombreux aujourd'hui pour cette nouvelle conférence. 30 minutes pour demain. Alors certains d'entre vous ont certainement déjà assisté à cette conférence. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue. Et peut-être quelques précisions. Chaque jour, nous vous proposons de nous rejoindre en ligne pour une conférence. À Léonard, notre mission est de faire se rencontrer ceux qui pensent, ceux qui font le futur des villes et des infrastructures. Cette période de confinement nous a poussé à nous adapter, à être résilients. Il nous tient à cœur de continuer à vous proposer ces rencontres au-delà de la situation actuelle, faire œuvre utile pour alimenter les réflexions qui seront celles des mois à venir. Alors pour cette session, nous avons proposé à notre partenaire et résident à Léonard Paris, la Fabrique de la Cité, de venir nous faire part de ses réflexions sur l'espace public, ce territoire dont l'accès et confinement oblige en ce moment très fortement limité. L'espace public, c'est l'espace du lien social, du vivre ensemble, c'est le lieu de notre vie urbaine, de nos contacts sociaux. En ces temps de crise sanitaire, il est brutalement devenu un espace interdit, voire de peur et de méfiance. Et c'est pourtant la pratique de cet espace, en permettant notamment d'organiser la distanciation physique nécessaire, qui nous permettra de contenir le risque de transmission de la maladie. Alors pour nous éclairer sur l'ensemble de ces enjeux, nous accueillons Chloé Voisin-Bormuth, directrice des études et de la recherche de la Fabrique de la Cité. Bonjour Chloé. Bonjour Julien, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Donc, Alors, Chloé oui, va nous proposer son analyse justement sur comment la pandémie de coronavirus a transformé la perception des pratiques et le rôle de l'espace public. Alors, effectivement, Chloé, je vais te laisser la parole pour la présentation qui va à peu près durer une demi-heure. ouais, Je vous invite pendant cette demi-heure, pendant la présentation de Chloé, à poser vos questions dans le chat sur la droite de votre écran. Beaucoup déjà ont dit bonjour et bonjour à tous encore une fois pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Je me ferai le porte-voix de ces questions à l'issue de cette présentation. Alors Chloé, c'est maintenant, voilà, je te laisse l'écran à défaut de scène, à défaut d'espace public, pour nous parler de ces espaces publics à l'heure de cette pandémie. d'accord. Merci beaucoup. Alors, normalement, vous avez mon écran qui a été partagé avec vous. Donc, commençons d'abord par un premier constat, à savoir le renversement soudain du regard porté sur les relations entre ville et santé qui s'est produit au cours de ces dernières semaines avec la pandémie liée au coronavirus. Prenons l'exemple d'un livre qui a été publié en septembre 2018 par Thomas G. Policki, qui déclarait il y a donc quelques mois de cela que pour la première fois dans l'histoire, les parasites, les virus, les bactéries et toutes les autres infections, toutes les autres maladies infectieuses ne sont plus la cause majoritaire des morts et des handicaps dans aucune région du monde. Donc, on a ce premier point qui est que les maladies contagieuses ne sont plus finalement la cause principale de la mort. Et pour montrer que le changement radical qui s'est produit, c'est que s'il n'y a plus ces maladies contagieuses, il y a des maladies non contagieuses de type cancer, diabète, maladies cardiovasculaires ou du système respiratoire qui pèsent tout particulièrement sur le système de santé pour les soins en long cours qui sont exigés par ces maladies qu'on appelle civilisationnelles et qui trouvent pour leur bonne part leur origine dans notre environnement et dans nos modes de vie sédentaires. Et donc, à la lumière de cette analyse, nous avions nous-mêmes mené un programme de travail sur les villes productrices de santé en nous attelant à comprendre en quoi la morphologie urbaine pouvait contribuer à combattre ces maladies et contribuer à plus de santé et plus de bien-être pour tous. Et cette étude a montré qu'un espace était particulièrement intéressant pour pouvoir combattre ces maladies dites civilisationnelles, c'était l'espace public. Pourquoi? Parce qu'il peut favoriser à la fois l'activité physique et accroître les interactions sociales, qui est un facteur particulièrement important, bien sûr pour la santé mentale, mais de façon plus globale pour la santé publique. Donc ça fait de l'espace public
un espace clé, un espace qui sert de clé d'entrée particulièrement prometteuse en santé environnementale. Toutefois, l'épidémie de coronavirus a changé la donne. Et ironie du sort, alors que, forts de leur conviction sur l'importance de l'espace public, les urbanistes plaident depuis des années pour une attention accrue à leur aménagement, alors qu'ils ne sont pas vraiment écoutés, puisqu'on sait bien que l'arbitrage est souvent fait en faveur de la voiture plutôt qu'en faveur d'un aménagement de l'espace public, plutôt pour les piétons ou pour d'autres mobilités actives. L'épidémie de coronavirus a remis au cœur des politiques l'espace public, mais dans le but de permettre non plus du tout le rapprochement social ou le rapprochement physique, mais la distanciation physique. Donc la limitation des contacts et celle des déplacements, soit un virage à 180 degrés et un renversement des tendances identifiées par les urbanistes comme les plus mortifères pour le corps social. Donc, les liens entre espace public, urbanisme et santé n'ont rien de nouveau. Elles n'ont rien de nouveau parce qu'elles parcourent l'histoire de l'urbanisme et notamment à chaque grande épidémie, il y a eu certaines révolutions urbanistiques et qui contribuaient pour la plupart d'entre elles, notamment avant l'arrivée de la médecine moderne et de la compréhension de la façon dont les germes fonctionnaient, donc avec Pasteur et avec Koch au XIXe siècle. Les solutions qui étaient les plus trouvées étaient celles d'aérer, de faire circuler, d'après la théorie de David Harvey du XVIIe siècle, sur la circulation des fluides à l'intérieur du corps et qui devait correspondre à la circulation des fluides à l'intérieur de la ville. Donc là, je vous ai mis Versailles, je vous ai mis le Tiergarten à Berlin, je vous ai mis les travaux de Haussmann, ceux de la Cité Jardin ou ceux encore de Le Corbusier, et l'ensemble de ces différentes révolutions urbanistiques ont toujours eu pour base le fait d'agrandir l'espace public, de l'aérer, de permettre une plus grande circulation. Qu'en est-il avec l'épidémie du coronavirus et dans quelle mesure cette épidémie change notre rapport à l'espace public et dans quelle mesure l'espace public et son aménagement peuvent contribuer à lutter contre la propagation de l'épidémie et pourquoi l'espace public est une clé d'entrée particulièrement intéressante pour comprendre les changements que nos villes vont peut-être subir en conséquence de l'épidémie. Avant d'envisager les différentes mesures qui ont été prises à la fois en période de confinement et en période de déconfinement, il est important de garder en tête que toute crise engage différents pas de temps à prendre en compte dans l'analyse. Donc là, je vous en ai mis différents. Le premier, c'est celui de l'avant-crise. Oups, là, il y a une faute. De l'anticipation, mais de l'anticipation, donc en violet. Commencer à se préparer à différentes crises, notamment en utilisant les expériences du passé. On a la deuxième période qui est aussi extrêmement importante, qui est celle du début de la crise. Donc, le Covid, c'est les premiers cas qui sont apparus. Donc, avec est-ce que nos sociétés arrivent à faire l'identification du début de cette crise et est-ce qu'elles arrivent à mettre en œuvre immédiatement des premières mesures pour atténuer. Donc ça, c'est par exemple le cas qu'on a bien vu à la fois en Allemagne ou en Corée du Sud. Ensuite, il y a la question de la gestion de la crise et du confinement en rouge. Donc là, c'est notamment quand les mesures d'atténuation n'ont pas réussi à être suffisamment importantes. On a une augmentation, donc ici c'est l'augmentation des cas malades du Covid, donc une augmentation extrêmement rapide. L'idée, c'est de réussir à atteindre un plateau le plus vite possible et atteindre une décrue du nombre de malades. Donc là, ici, nous, c'est surtout, aujourd'hui, on va étudier cette période et la deuxième période qui est aussi extrêmement importante et que nous attendons tous, à savoir celle du déconfinement, retour à l'équilibre, donc qui est cette période qui est en jaune et qui est plus ou moins longue. En fonction des différents types d'épidémies, en fonction des différentes mesures qui vont être prises, et en fonction surtout des avancées médicales, cette période pourra être soit courte, soit extrêmement longue, notamment dans les perspectives les plus pessimistes, à savoir absence de vaccin et absence de possibilité d'avoir une épidémie, une immunité de groupe, notamment si la présence d'anticorps suite à une infection n'immunise pas contre la maladie. Donc là, ça pourrait durer extrêmement longtemps. Cette période, l'enjeu de cette période, c'est donc qui est en ce qui nous concerne la période du déconfinement,
consiste à éviter les stop and go, donc à savoir l'ouverture, les fermetures, l'ouverture et les fermetures, et surtout éviter un second pic épidémique. Et d'ailleurs, on avait vu souvent dans des épidémies, et notamment c'était le cas dans l'épidémie de la grippe espagnole en 1918, que le deuxième pic épidémique était beaucoup plus grave que le premier. Donc ça, c'est tout l'enjeu de cette période. Et il y a la dernière période qui est la période du long terme, qui exige de faire un retour sur expérience, donc de se pencher sur tout ce qui a été réalisé ici, quelles ont été les mesures qui ont réussi, celles qui n'ont pas réussi, et aussi de réussir à voir dans quelle mesure les mesures qui ont été prises dans ces périodes précédentes ont un impact ici. Forcément un impact qui est corrélé à la lutte contre l'épidémie, mais peut-être un changement des villes par des habitudes qui ont été prises dans ces deux périodes, qui vont se pérenniser, qui vont contribuer à changer la vie. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet en nous posant la question des mesures qui ont été prises dans l'espace public et pour pouvoir mener à bien ce confinement, et pourquoi est-ce que je parle d'espace public comme clé de réussite du confinement. Pourquoi est-ce que commençons par cette image, donc qui est une image tirée du New York Times, qui a intitulé son article The Great Empty et qui a qui a pris en photo de nombreuses capitales du monde entier, notamment des espaces symboliques de ces capitales, de ces grandes métropoles qui sont connues pour grouiller de monde, pour leur activité, pour le nombre de voitures, pour le nombre de piétons qui les parcourent au jour le jour. Et là, l'ensemble des photos, qui sont d'ailleurs assez belles, étrangement belles, nous montrent le vide de ces espaces publics à partir du moment où le confinement a été décrété dans ces différentes métropoles. Donc ça ne veut pas dire le vide qu'il n'y a absolument personne, mais en tout cas, il n'y a plus que quelques personnes. Et pourquoi est-ce que ici, la question de l'espace public est aussi centrale? Elle est aussi centrale parce que le motif, enfin le mot d'ordre qui est répété à l'envi actuellement, c'est rester à la maison. Et rester à la maison parce que vous allez pouvoir ainsi sauver des vies. Ce mot d'ordre appelle à une stratégie de confinement relativement stricte qui s'appuie sur deux piliers principaux. Le premier pilier principal est naturellement la limitation de l'accès à l'espace public. Le deuxième pilier fondamental de cette stratégie de confinement, c'est de limiter les rassemblements de personnes hors du même foyer. Et ce qui est important de constater, c'est que bien sûr ici, l'espace public joue un rôle particulier puisqu'il est fermé, ou en tout cas la présence dans l'espace public doit être justifiée pour une raison. On ne peut pas être dans l'espace public tout simplement comme on pouvait l'être avant. Donc l'espace public perd sa capacité d'être accessible à tous en n'importe quel moment peu importe les raisons pour lesquelles vous vous y trouvez. Mais surtout, ça permet aussi de montrer que cette fermeture de l'espace public va très très fortement à l'encontre du besoin de se rassembler, avec ses proches bien sûr, mais pas seulement, mais avec l'ensemble finalement des êtres humains, et c'est un besoin qui est généralement ressenti en cas de danger. Et derrière ce besoin de se rassembler, on trouve aussi le besoin d'affirmer notre appartenance à l'espèce humaine, donc le besoin de se sentir appartenir à une communauté qui ne s'effondre pas face à l'adversité, ça c'est important. Et ce qui permet pour pouvoir le sentir, c'est aussi de pouvoir se rassembler, de pouvoir sentir la force des autres, et aussi de pouvoir se rassembler autour de codes et de symboles communs, et c'est un des rôles fondamentaux de l'espace public, c'est de créer ces codes et ces symboles communs autour desquels on peut se retrouver. Mais dans ce contexte épidémique particulier, finalement, on se rend compte que prendre soin des autres, c'est les éviter. Pourquoi une telle situation ? Une telle situation est justifiée par la nature très particulière de l'épidémie liée au coronavirus, qui est liée au fait que cette épidémie que cette épidémie est appuyée sur un virus, le coronavirus, qui ne donne pas les mêmes symptômes chez tout le monde, qui peut être extrêmement longtemps asymptomatique, et donc qui fait en sorte que les personnes que vous rencontrez dans l'espace public peuvent être malades, mais sans présenter de symptômes. Donc finalement, c'est une situation assez vertigineuse, que même des gens qui peuvent sembler absolument pas malades peuvent vous contaminer. Donc ça transforme l'espace public, donc l'espace où vous allez rencontrer énormément de personnes que vous ne connaissez pas,
dont vous ne pouvez pas maîtriser par définition les gestes, les faits et gestes. Qui est-ce qu'ils ont rencontré? Est-ce qu'ils ont bien respecté les gestes barrières? Est-ce qu'ils ont été en contact avec des malades ou pas? Donc ça transforme l'espace public en espace de danger. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant dans ce mouvement, c'est que, étant donné que l'épidémie est palpable, puisque n'est pas directement palpable, du fait que on entend parler du nombre de morts, on attend le décompte des morts tous les soirs, mais par contre, on ne voit pas l'épidémie très directement. Et ça a des conséquences sur la question du confinement, et c'est là où l'espace public joue un rôle très particulier, c'est qu'il faut faire en sorte de croire que l'épidémie existe bien, que le danger est bien là. Donc, ça met en avant des mesures qui sont faites pour faire respecter le confinement. Ça passe de mesures qui sont qui fonctionnent un peu sur le mode de l'humour. Donc, par exemple, là, vous voyez un policier qui a un casque comme un coronavirus. Vous avez des méthodes qui posent plus question, à savoir la surveillance avec un drone muni de haut-parleurs qui rappelle les gestes barrières. Là, c'est sur la promenade des Anglais à Nice. Vous avez également des applications comme ici en Pologne, mais c'est également le cas à Singapour ou en Israël, qui permettent de prouver que vous observez bien la quarantaine en restant chez vous, en prenant un selfie à des moments aléatoires où on vous appelle, vous devez prendre un selfie pour bien montrer que vous êtes bien chez vous et que vous n'êtes pas ailleurs. Et ça va jusqu'aux mesures les plus brutales. Donc ici, cette image qui a fait le tour et qui a le tour du monde et qui a particulièrement choqué, à savoir la désinfection massive de migrants en Inde dans l'espace public, donc qui ne pouvaient pas respecter le confinement, notamment parce qu'ils étaient chassés des grandes métropoles, n'ayant plus d'emploi et devant rentrer dans leur village. Dans tous les cas de figure présentés ici, l'espace public comme espace social est placé en première ligne de la lutte contre la dissémination de la maladie. Mais on peut se rendre compte que cette capacité de l'espace public à être un espace social a aussi été compensée assez rapidement avec des alternatives qui ont été trouvées. D'une part, d'abord, la réinvention de la sociabilité entre voisins, en faisant ressortir, donc là je vous ai mis une image de personnes discutant entre des balcons, mais ces sociabilités entre voisins, faut ressortir en définitive de façon extrêmement accrue à la fois les aménités et les défauts des logements. Les défauts, donc les questions de la sonorisation, notamment les défauts, les relations de voisinage qui peuvent parfois être inexistantes ou tendues et qui là sont renforcées, ou les aménités, au contraire, le fait de pouvoir avoir un balcon, donc de pouvoir communiquer plus rapidement, de façon plus facilitée avec ses voisins, de pouvoir garder un contact social même si on reste confiné chez soi, le fait d'avoir un jardin naturellement, le fait de pouvoir se parler entre voisins, et également cette période assez particulière a permis de faire ressortir de façon très importante le lien entre le logement, l'espace public et tout ce qui borde l'espace public, à savoir donc naturellement les commerces. Quels sont les commerces qui sont à 1 kilomètre de chez moi? C'est une question que nous nous sommes tous posés ces derniers temps. Qui est-ce qui se trouve près de chez moi? Est-ce que l'aménagement de l'espace public, la forme de l'espace public me permet de me déplacer en toute sécurité? Donc, est-ce qu'il va y avoir un trottoir suffisamment large pour que je puisse, en toute sécurité, croiser quelqu'un sans me mettre en danger? Mais l'espace public a été également compensé par l'espace virtuel, à la fois pour les sociabilités, donc avec les fameux apéros Zoom qui ont été organisés, également pour le travail, mais également pour les rencontres sociales, donc et pour toutes les aménités que peuvent offrir l'espace public, notamment en termes de culture, d'accès à la culture. Donc par exemple, le Louvre peut continuer à se targuer d'être le musée le plus fréquenté du monde, en dépit de la fermeture de ses portes, avec 400 000 visiteurs virtuels par jour. Et là, je vous ai mis aussi le concert des Rolling Stones, donc à travers en visioconférence, donc chacun confiné dans sa maison. Et donc de pouvoir assister à des manifestations culturelles, même en restant chez soi.
Voilà pour la question du confinement. Donc l'espace public joue un rôle particulier du fait qu'il faut réussir à faire en sorte que les gens restent chez eux et ne l'utilisent pas. Dans la période oui, ça c'était aussi le déconfinement. Dans le confinement, il y avait, excuse-moi, j'ai oublié une slide qui était aussi importante. Donc, c'est réussir à non plus seulement compenser la perte de l'espace public en termes de sociabilité, mais également en termes d'activité. Donc, vous avez le travail, mais également le fait de pouvoir avoir accès à différents biens, donc notamment avec les restaurants qui peuvent livrer, continuer, s'ils ont réussi le passage à la digitalisation, qui peuvent continuer à livrer des plats grâce aux livreurs, et également l'ensemble des entreprises du numérique qui ont pu se positionner sur un marché qui ici avait créé un merveilleux appel d'air. Donc là, vous avez un livreur qui livre un paquet Amazon. Mais l'espace public joue aussi un rôle très particulier dans le déconfinement. On peut souligner immédiatement l'efficacité de la fermeture de l'espace public dans la limitation de la diffusion de l'épidémie, qui peut faire poser beaucoup de questions sur le fait de réouvrir cet espace public, même si c'est absolument nécessaire, puisque l'espace public réouvert, c'est aussi une économie qui peut redémarrer. Donc là, la tension est entre réouvrir l'espace public et donc réaugmenter les contacts entre personnes et donc potentiellement réaugmenter la diffusion du virus, mais aussi permettre à l'économie de se rétablir. Évidemment, la question de l'espace public n'est la seule réponse à apporter à la fois ni dans le confinement ni dans le déconfinement. Mais on peut voir que c'est malgré tout dans le déconfinement une première clé d'entrée. Une première clé d'entrée qui montre que finalement, si l'espace public, c'est l'espace de tous les dangers, il offre malgré tout aussi un espace de sécurité particulier, notamment pour pouvoir prodiguer pour faire des tests à très grande échelle. Donc, en cumulant énormément de personnes, naturellement, si les distances de sécurité sont maintenues, et pour offrir une compensation à l'espace intérieur où là, la propagation du virus dans les salles de test est beaucoup plus importante. Donc là, je vous ai mis deux photos, une à ciel ouvert, donc pour des personnels médicaux, donc sur un parking, et une autre donc où les personnes, là c'est sur un parking, mais les personnels soignants prodiguant les tests sont à l'extérieur et les personnes attestées sont dans leur voiture, ce qui permet aussi d'avoir une cadence extrêmement importante et de limiter les contacts entre personnes. Mais au-delà de cet aspect, l'espace public joue un rôle dans le rôle le plus central que joue l'espace public dans la question du déconfinement, c'est naturellement de pouvoir organiser la distanciation physique. Pour pouvoir l'organiser, il s'agit de matérialiser la distance, puisque vous le savez, nous avons tous une perception très différente de la distance et de ce que peut signifier 1,5 mètre, voire 2 mètres. Pour pouvoir éviter toute friction et toute tension sociale, ce qui a été développé, c'est la méthode des nudges, donc, et aussi de matérialiser dans l'espace public, donc par un système extrêmement simple inspiré de l'urbanisme tactique, donc avec du tape, de matérialiser dans l'espace public cette distance pour montrer là où là où est-ce qu'on a le droit de s'asseoir, où est-ce qu'on a le droit, quelle est la distance à respecter, ou à quel moment on est trop proche et cela devient dangereux. Donc ici, l'urbanisme tactique offre des solutions qui sont à la fois intéressantes et pas chères. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que vous voyez bien qu'ici, avec les trottoirs qui sont trop petits, il ne s'agit pas uniquement de pouvoir organiser la distance entre les gens, mais il s'agit également de pouvoir gagner de l'espace capable. Donc, je reprends cette expression de l'article publié récemment sur cette question par le collectif Vraiment Vraiment, qui montre bien le fait qu'il est très important d'envisager la taille du trottoir pour pouvoir l'agrandir et permettre cette distanciation physique tout en garantissant la reprise économique. Donc notamment, comme vous le voyez sur ces photos, le fait de pouvoir faire déborder, bon ça existe déjà, mais faire déborder les commerces sur l'espace public pour limiter
comme on l'a vu dans la slide sur les tests, pour limiter la présence de plusieurs personnes dans un espace confiné, même en portant des masques. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est intéressant parce qu'il y a quelques semaines de là, nous organisions à Léonard une conférence sur la question des raids de ville avec David Mangin, qui nous présentait, où nous présentions notre travail sur l'analyse des liens entre les rez-de-chaussée et l'espace public. Et David Mangin également nous présentait une exposition extrêmement intéressante sur un tour du monde des raids de ville et qui montrait justement cet exemple de lien très fort entre l'intérieur et l'extérieur, qui est certainement aujourd'hui à réinventer en période de déconfinement et notamment dans les périodes clémentes actuelles de beau temps, à savoir de peut-être repenser l'intérieur des magasins comme des entrepôts logistiques et par contre de penser l'étal dans l'espace public en garantissant cette fois-ci, donc là, ce qui n'est pas le cas de la photo, mais une distanciation physique nécessaire. Aussi, une des possibilités, une des clés d'entrée pour penser le déconfinement, c'est de penser la continuité métropolitaine pour de nouvelles mobilités. Pourquoi? On se rend compte que, et là encore, ironie du sort, les urbanistes plaident depuis assez longtemps sur le fait de penser l'espace public ordinaire et pas uniquement les espaces publics extraordinaires, donc les places les plus emblématiques, mais de penser également cet espace complètement banal de la chaussée, mais qui permet de rejoindre différents lieux et de le penser à l'échelle métropolitaine pour pouvoir garantir le passage à l'échelle de mobilité active, que ce soit la marche à pied ou que ce soit le vélo. Avec la tension qui actuelle sur les transports en commun de masse, étant donné que une place sur deux va être condamnée et que tout le monde va devoir porter un masque et que même en lissant l'heure de pointe et en multipliant les personnes en télétravail, il va y avoir une tension insupportable sur les transports en commun. L'heure est venue de penser à des mobilités alternatives et donc de penser à cette question de continuité métropolitaine. Donc là, je vous ai mis à la fois le plan RER vélo qui est sorti récemment. Je vous ai mis aussi le cas de Berlin avec une voiture qui est condamnée et qui est laissée pour les vélos. Et je vous ai mis aussi la carte issue de l'article de Vraiment sur les trottoirs. Donc tout ce qui est en rouge, c'est des trottoirs qui sont trop étroits pour pouvoir garantir la distanciation sociale à Paris. Mais ce qui m'intéresse aussi dans cette carte, c'est de montrer la densité du réseau d'espace public et donc la possibilité aussi de l'aménager à l'échelle métropolitaine pour garantir des continuités piétonnes finalement qui sont tout à fait possibles dans une ville telle que Paris. Et ensuite, dernier point auquel il faut penser, c'est que organiser la distanciation physique est une chose, mais comme Sylvain Grisot l'a bien montré aussi, il s'agit de penser non pas seulement la distanciation physique, mais également le rapprochement social. En effet, l'espace public est un espace social et toute limitation de contact peut contribuer à un appauvrissement de la vie sociale. Donc, il faut réussir à utiliser le potentiel représenté par l'espace public, à savoir d'être en plein air, pour pouvoir réussir à malgré tout organiser le rapprochement social dans cette période de déconfinement, donc après 2 mois où on ne s'est pas beaucoup rencontrés. Donc, ça peut prendre différentes formes, par exemple ici dans le jardin, là dans les voitures, là je vous ai mis un cours de sport. Voilà. Et autrement, un autre point qui est important, c'est que l'espace public ne peut pas tout. L'aménagement de l'espace public ne peut et ne pourra pas tout faire tout seul. D'une part parce que l'espace public a une capacité limitée, même si on gagne de l'espace capable sur la chaussée, malgré tout, on ne peut pas pousser indéfiniment les murs de l'espace public et notamment si vous imaginez donc une densité de commerce, s'il y a la queue, plusieurs queues commerce après commerce, on ne peut pas respecter la distanciation physique. Donc les solutions ne pourront être que spatiales, elles devront être également temporelles, en organisant les temps sociaux de façon différente et elles seront également informationnelles puisque je vous ai mis le cas de Space Out, qui est une application qui permet de savoir à quel moment de la journée et en temps réel quel espace est particulièrement fréquenté ou peu fréquenté. Et ça permettra notamment de lisser la pointe sur la fréquentation des espaces publics.
Je rentre pas là dans les détails sur les questions des données, des questions de confidentialité, de gestion des données. Cécile Maisonneuve, qui aura aussi une conférence de 30 minutes pour demain, abordera plus précisément ces points lundi prochain. Moi, ce qui m'intéresse ici dans cet exemple, c'est vraiment de montrer que l'aménagement de l'espace public est une chose, mais qu'il faut penser la gestion du temps, il faut penser l'usage pour pouvoir s'en sortir. Il y a également, naturellement, une dernière composante essentielle à la question de la réutilisation de l'espace public, en tout cas pour le rendre possible, c'est celle de l'identification des malades. On en a beaucoup entendu parler, des applications de contact tracing, qui sont des méthodes qui ont déjà été utilisées dans d'autres épidémies, notamment celle d'Ebola, et qui consistent à rechercher systématiquement tous ceux qui ont pu être en contact avec un malade à partir du moment où il était contagieux, et même si celui-ci ne présentait pas de symptômes. C'est une méthode qui ne nécessite pas obligatoirement un outil digital, mais l'outil digital en augmente énormément l'efficacité, puisqu'il facilite le traçage et permet de passer à l'échelle. Donc très concrètement, ça veut dire qu'après téléchargement d'une application, l'identifiant de toutes les personnes croisées à moins de 2 mètres, dans le cas du Covid naturellement, est enregistré dans le téléphone portable de l'utilisateur ou dans un système central grâce aux données Bluetooth ou de géolocalisation. Et l'ensemble de ces données enregistrées doivent permettre, en cas de maladie, de prévenir les contacts susceptibles d'avoir été contaminés. Donc on a l'application Stop Covid en France qui est en discussion. En Chine, il y a déjà l'application avec le QR code qui a été développée par Alipay que tout le monde connaît, qui avec 3 couleurs. La couleur verte, vous pouvez vous déplacer. La couleur orange, la couleur orange, ça signifie la couleur rouge, ça signifie qu'on est soi-même malade, et la couleur orange, ça signifie qu'il faut se mettre en quarantaine, on n'est pas forcément malade. Donc, pourquoi se poser la question pourquoi se poser finalement. Voilà, donc là, je vous ai présenté les différentes clés d'entrée pour pouvoir comprendre en quoi l'espace public joue un rôle dans le déconfinement. Et je voudrais conclure sur quelques points où on peut se poser la question de la pérennité ou, en définitive, est-ce que les changements de notre nouveau rapport à l'espace public aujourd'hui ne vont-ils être que conjoncturels? Donc finalement, l'ensemble des mesures qui ont été prises disparaîtront aussi vite que l'épidémie, enfin aussi vite ou aussi lentement que l'épidémie disparaîtra? Ou est-ce que, à un moment ou à un autre, et d'une manière ou d'une autre, les changements qui ont été induits par notre changement du rapport à l'espace public vont devenir pérennes? Et quels sont-ils? On ne sait pas combien de temps va durer l'épidémie, c'est certain. Mais en fonction, très certainement, en fonction de la durée de cette épidémie, on pourra savoir est-ce que ça aura une influence extrêmement importante sur la pérennité ou non des différents changements. Une des premières questions qu'on peut se poser, puisqu'on parle d'espace public, c'est est-ce que les changements qui concernent l'espace public actuellement vont induire des nouveaux rapports sociaux? Donc très concrètement, puisque je viens de vous parler de ces applications de contact tracing, la question qui se pose en filigrane, c'est celle que posait déjà Gilles Deleuze, à savoir est-ce qu'on est en train d'établir une société du contrôle? Et d'ailleurs, l'ancien directeur général de la santé, William Dabb, affirme ainsi que les épidémies sont des crash tests des valeurs de notre société et des valeurs qu'on accorde à la santé. Chaque société a une sorte de centre de gravité à trouver dans cet équilibre entre liberté et sécurité. Donc effectivement, il y a 2 points qui alertent particulièrement dans ces questions d'identification des malades, de surveillance. Le premier, c'est celui qui est historique de la difficile conciliation entre maintien de la santé publique et liberté individuelle, et le fait qu'il y a toujours le risque que les mesures qui sont prises pour maintenir la santé publique peuvent être étendues à d'autres fins, à des fins de surveillance, à des fins de surveillance massive. Et donc la question qui se pose aussi, c'est le deuxième point d'alerte, c'est savoir est-ce que les données numériques qui vont être utilisées vont permettre de garantir et de protéger la vie privée. Mais peut-être que finalement le risque principal est dans celui du fameux effet cliquet, à savoir que vous prenez une mesure et c'est très difficile de revenir sur des mesures, notamment quand il s'agit d'accéder à une source de données.
Donc, on commence à accéder à une source de données. Est-ce que vraiment, une fois que l'épidémie est terminée, est-ce que vraiment on accepte de ne plus accéder à cette source de données? Ça, c'est le premier point, auquel il faut faire attention, et du coup aussi se poser la question, est-ce que l'espace public ne changerait-il pas de nature à terme si cette surveillance généralisée est instaurée pour devenir ce que Oscar Newman appelait dans les années 70 un defensible space. C'était dans un autre contexte, c'était dans la lutte contre le crime, mais l'idée est la même, c'est de faire de l'espace public un instrument au profit d'une lutte, donc cette fois-ci pas contre le crime, mais contre une épidémie. Et on sait également que la question toutes les questions d'épidémie relève aussi de contrôle social, et parfois aussi de contrôle, pas uniquement social, mais de contrôle moral. Une autre question qu'on peut se poser, c'est donc quelle va être la nature de l'espace public, et est-ce que ce contrôle et cette peur de l'espace public ne va-t-il pas mener à une augmentation des cas de ségrégation socio-spatiale, notamment entre ceux qui sont obligés de subir la fréquentation d'un espace public devenu dangereux ou contrôlés, et ceux qui arrivent à y échapper, notamment parce qu'ils en ont les moyens. Et donc là, je vous ai mis le cas des gated communities, avec un risque qui est pesé, et qui a déjà été dénoncé par plusieurs urbanistes, dont une chercheuse américaine spécialiste des espaces publics qui s'appelle Seta Low dans un article publié récemment, de finalement s'interroger, est-ce que l'espace public ne va pas devenir un espace sûr dans les communautés, dans des communautés qui sont fermées, où on peut avoir un contrôle sur l'état médical, sur la santé des autres, et finalement l'espace public réduit à une sorte de couloir entre différentes communautés dans lesquelles on pourrait maîtriser ceux qu'on rencontre. Ces questions nous renvoient à un autre danger, qui est celui de l'espace public qui est devenu un espace à nettoyer. C'est quelque chose qui est courant dans l'ensemble des épidémies, nettoyer l'espace public, le rendre plus pur. Donc, on a différents cas. Donc, on avait vu ça d'abord en Chine, ça nous avait tous étonnés, mais finalement, maintenant, on le voit en Grande-Bretagne, on le voit aux États-Unis, on le voit à Nice, on le voit à Cannes, à Saint-Germain-en-Laye, à Strasbourg, où on désinfecte l'espace public. La question fait toujours débat, est-ce que c'est utile ou est-ce que ce n'est pas utile? On voit une version plus soft, à savoir le distributeur de gel hydroalcoolique dans l'espace public. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ce que cette idée de purification de l'espace public veut dire derrière. L'idée de laver, aérer, élargir l'espace public, y faire pénétrer le soleil, le désinfecter, éviter les contagions, ça traduit une peur de la ville. Une peur de la ville qui est en fait une peur de l'entassement, du grouillement, qui est né, comme l'a montré Michel Foucault, dès le XVIIIe siècle, donc au moment de la grande croissance des villes, et qui mène à une mise en question du modèle urbain, de la grande agglomération, de la grande ville dense, avec une confusion entre la densité, à savoir beaucoup de gens au mètre carré, et la densité des contacts sociaux, ce qui est deux choses très différentes, et ce qui explique des trajectoires épidémiologiques très différentes entre l'Italie ou entre des grandes villes de type Singapour ou Hong Kong, qui sont extrêmement denses. Donc, une simplification du débat sur cette question de la densité, mais ce qui m'intéresse de voir derrière, c'est finalement cet imaginaire de la grande ville qui fait peur. À travers la peur de l'espace public, de la volonté de le purifier, on voit derrière cette peur de la grande ville, et donc cette volonté où plusieurs journaux se posent la question aujourd'hui, est-ce que c'est l'avenir, est-ce que c'est la chance à saisir pour les villes moyennes qui permettraient finalement moins de grouillement, donc moins de danger. Également, ce qui peut être quelque chose qui a changé là, et j'en arrive à mon avant-dernier point, qu'est-ce qui a changé avec la question de la crise du coronavirus? C'est finalement aussi quelque chose de plus positif, la prise de conscience de l'importance de l'espace public. De l'importance de l'espace public dans nos vies sociales, naturellement, mais également l'importance de l'espace public dans sa relation au bâti, et notamment au logement, en montrant que l'espace public sert d'extension à la maison. C'est la fameuse extension, le salon de l'espace public dans lequel on peut continuer à vivre, notamment quand son chez-soi est trop exigu. La crise du coronavirus et le fait d'en être privé a également permis de montrer que l'espace public est parfois un espace de danger, mais c'est aussi
un espace refuge qui permet d'échapper à la violence domestique. Et c'est également un espace ressource. C'est un espace ressource pour nombre de personnes qui vivent de l'économie informelle. C'est le cas dans nos métropoles, mais c'est encore plus le cas dans les métropoles des pays en voie de développement, donc qui vivent parfois à 80% sur l'économie informelle et qui posent des énormes problèmes en termes de confinement de cette population qui a comme choix soit de perdre toute assise économique, soit de préserver sa santé. Donc soudain, ce que fait apparaître le confinement et donc la perte de cet espace public, c'est son importance et on peut espérer ici une prise de conscience du besoin de renouveler la pensée à la fois du logement, du mal logement, mais également de la pensée nécessaire du lien entre l'espace public et l'intérieur des bâtiments et le logement, mais également de la qualité intrinsèque de l'aménagement de l'espace public, qui est bien plus qu'un simple couloir de circulation, mais véritablement un lieu qui permet la relation sociale et l'approfondissement des relations sociales. Dernier point, est-ce que finalement la crise du coronavirus va changer quelque chose, va changer quelque chose dans notre rapport à la ville, au-delà d'une plus grande attention à l'espace public, au-delà de la réflexion entre la bonne taille de la ville là où on peut vivre? Est-ce que ça va nous amener à réfléchir à de nouvelles mobilités? Donc naturellement, toute la question qui est en train de se poser, c'est quel va être l'avenir des transports demain? Est-ce qu'on va assister à un renversement des ambitions de décarbonation de la mobilité avec tout le monde, la reprise de la voiture individuelle et une désaffection à long terme des transports en commun, donc une mise en danger de l'économie des transports en commun? Ou est-ce qu'au contraire, on va accélérer la transformation des villes pour une ville plus piétonne, pour une ville plus circulée à vélo? Donc là, la question reste ouverte. Et aussi, les questions qui se posent, c'est naturellement sur l'avenir du logement, mais également l'avenir des espaces de travail. Donc le logement, parce que la crise du coronavirus et le confinement a permis de montrer les manques du logement. Également de poser la question, est-ce qu'il faut accéder, ça a permis de montrer que le rêve de la maison individuelle est bien présent dans l'imaginaire. Est-ce qu'il faut y accéder? Ça pose une question. Et ça a permis, par rapport aux espaces de bureau, à permettre de lever beaucoup de freins sur la question du télétravail. Et donc, ça interroge beaucoup sur le futur des espaces de coworking, de l'open space, mais également de grands espaces de bureau où chacun y aurait son bureau à demeure tout le temps. Donc, là, la question est ouverte et je n'ai absolument aucune réponse. Les tendances ne sont pas suffisamment claires et je pense, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure et ce sera ma conclusion, que l'ensemble de ces changements dépendront énormément de cette période de retour à l'équilibre. Donc là, on en revient toujours à cette thématique de la résilience qui est centrale, de comment une société arrive à surmonter une crise et est-ce que le fait de réussir à surmonter les crises en utilisant un espace aussi passionnant que celui de l'espace public va contribuer à atténuer des vulnérabilités face aux prochaines crises ou au contraire à en accentuer d'autres pour des futures crises. Je vous remercie et j'arrête le partage. Merci beaucoup Chloé pour tout ce panorama, ton analyse et aussi ces questions que tu ouvres et notre audience s'en pose elle-même. Et je vais essayer de les synthétiser dans le quart d'heure qui nous reste, essayer de parcourir l'ensemble des thématiques qui ont été évoquées dans ces questions. Alors peut-être en premier volet, en premier bloc d'interrogation, qui est au final sur l'augmentation de cet espace public. Tu as mentionné certains exemples d'expériences virtuelles, de phénomènes même de rassemblements en ligne, de concerts, certains l'ont mentionné. Tu soulignais ces 400 000 personnes par jour, c'est ça, qui visitent le Louvre. C'est quelque chose que j'ai appris. Alors, est-ce qu'on constate effectivement cette augmentation est-ce qu'on peut dire, d'un espace public en ligne? Est-ce que tu vois cette tendance perdurer, peut-être changer notre représentation dans la durée de ce que l'on met derrière espace public? C'est une vraie question. Est-ce que l'espace, parce que finalement la question derrière, c'est est-ce que l'espace public virtuel peut compenser la perte de l'espace public physique?
Ce qui est très rassurant, c'est que il y a deux réponses rassurantes. La première, c'est que effectivement, le numérique offre des potentialités extrêmes et que la digitalisation a permis de faciliter le confinement pour énormément de monde, avec notamment malgré tout un risque qu'il ne faut pas négliger, à savoir que tout le monde n'a pas accès à Internet et à un Internet haut débit qui permet cette fluidité de la relation. Donc, on peut avoir, par exemple, du fait qu'on puisse tenir cette conférence aujourd'hui. Donc là, il y a aussi un facteur de vulnérabilité très particulier. Mais malgré tout, on se rend compte aussi que après l'enthousiasme des premières semaines, on sent aussi une sorte de fatigue du monde virtuel et une volonté malgré tout, de se rencontrer dans l'espace physique, ce que je trouve aussi relativement rassurant. Ça veut dire que l'homme reste un animal social qui ne peut pas tout compenser par l'espace numérique, même si sur une durée quand même relativement longue, ça permet de faire énormément de choses. Ça rejoint effectivement un certain nombre de commentaires et de réactions de questions sur le lien avec ce réel, sur la capacité à rassembler de ces espaces. Il y a même une question, est-ce qu'au final, une ville ne se définit-elle pas par ces espaces publics, au final, c'est cette capacité de rassembler dans la durée? Est-ce qu'on met pas en cause on met pas en question la définition même de la ville avec cette relation à l'espace? Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'à partir du moment où on va commencer à être déconfiné, l'apéritif virtuel, ça va bien intense. Là, très, très sincèrement, je pense que c'est un des changements qui est très conjoncturel et où c'est une bonne nouvelle qu'on arrive à s'y faire, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui tienne dans la longue durée. Après, tout dépend effectivement de la façon dont vous êtes confiné. Est-ce que vous êtes confiné avec beaucoup de monde, tout seul, etc. Mais après, la ville, naturellement, est définie par sa capacité à rassembler, mais elle est définie par beaucoup plus de choses aussi, et qui n'est pas que sa capacité à rassembler. Et cette ville continue à exister par son bâti, par l'ensemble de sa logistique, par l'ensemble de ses commerces existants, et on ne peut pas complètement effacer non plus la dimension corporelle de la ville qui la fonde. Une ville, effectivement, voilà, tu mentionnes que c'est pas uniquement ces espaces publics, mais c'est quand même l'usage de ces espaces publics. Il y a peut-être deux champs de commentaires qui sont dans l'audience, qui nous suit en virtuel. C'est d'une part l'évolution de la mobilité des biens et des personnes. Qu'est-ce qu'on va faire de ces nouvelles mobilités dans ces espaces? Est-ce que l'urbanisme tactique va devenir un urbanisme stratégique, peut-être, sur la durée, s'agissant de ces mobilités? Premier élément. Et deuxième élément, c'est plus une relation aussi avec le temps. Est-ce que tu as mentionné quelques approches, notamment digitales. Est-ce que l'on va voir une consommation en rapport à l'espace-temps de cet espace public différente? Est-ce qu'on va le consommer dans un même rythme ou peut-être plus lentement demain? Première question peut-être sur les mobilités. Sur les mobilités, là, il y a une très, très grande inconnue et qui va être, qui est une question qui est assez complexe parce qu'elle tient énormément à la durée de cette période de retour à la normale. Si c'est une période qui est relativement courte, les habitudes ne seront pas complètement prises. Plus la période est longue, plus les habitudes seront bien ancrées. Avec des habitudes qui peuvent être à la fois souhaitables ou non souhaitables. En tout cas, ça m'amène à mon deuxième point pour pouvoir répondre. Tout dépend aussi des ambitions par rapport à la ville bas carbone que l'on se fixe. Si on abandonne les ambitions de la ville bas carbone, il est à peu près certain que la question du retour de la voiture individuelle va être extrêmement fort. Si en revanche des incitations, voire des contraintes ou des obligations sont posées par rapport aux objectifs de la ville bas carbone, là on peut espérer avoir des changements qui sont plus durables, et notamment c'est là où est la force de l'urbanisme tactique, et qui est celle de tenter, d'essayer, d'expérimenter, de pouvoir faire changer avant de pérenniser.
et donc aussi d'adapter en fonction des besoins. Et très certainement que les solutions qui vont être développées en période de déconfinement et donc de retour à la normale ne seront pas exactement les mêmes, et c'est pas grave, de celles qui seront en période de vraiment de normalité à nouveau acquise. Et ça pose pas vraiment de problème. En tout cas, il y aura des choses qui auront été testées. Dernier peut-être chapitre de ces questionnements, c'est difficile de synthétiser tous les échanges, mais j'essaye de le faire. Peut-être un point sur tout ce qui est gouvernance, politique publique, sur ces aspects-là. Quel rôle tu vois pour les autorités publiques dans la durée sur cet espace public? Vont-elles mettre en place des nouvelles politiques publiques ou des nouvelles composantes à ces politiques publiques? Y mettre plus de priorité peut-être? Une question qui pose sur le est-ce qu'on n'a pas trop négligé cet espace au final qui était peut-être presque un non-lieu et on se rend compte aujourd'hui de sa qualité. Et puis c'est aussi un lieu d'expression des libertés publiques. L'espace public, c'est le lieu où l'on manifeste, où l'on s'exprime. Comment on voit dans la durée ces évolutions plus politiques, on va dire? Là, encore une fois, je pense qu'il y a une certaine prise de conscience qui s'est déroulée sur l'importance de l'espace public, qui effectivement a souvent été vu comme le simple négatif de l'espace bâti ou comme un simple espace circulé qui finalement ne demanderait pas voilà, il faut dérouler du linéaire de trottoir, il faut dérouler une chaussée. Là, il faut faire attention, il faut pas de nid de poule de façon à ce que les voitures ne puissent rouler en toute sécurité sans être abîmées. Mais une véritable pensée de l'espace public en dehors des espaces publics très symboliques, emblématiques, qu'on peut prendre en photo très concrètement, des grands lieux de rassemblement, les grandes places parisiennes qui ont fait l'objet de politiques d'aménagement dont on peut discuter, mais en tout cas qui ont fait l'objet d'une pensée. Moi, il me semble que ce que montre le confinement, c'est le retour de l'espace public ordinaire et l'espace public ordinaire d'échelle métropolitaine, qui sont finalement véritablement l'impensé de l'urbanisme depuis de nombreuses années, et ce qui a été le plus négligé, notamment donc cette question d'échelle métropolitaine est importante parce que c'est un frein majeur au développement des mobilités actives, avec plusieurs en fait effets barrières qui n'ont jamais véritablement été étudiés et traités pour pouvoir garantir cette continuité d'un espace public de qualité. Et ce qu'a réussi à faire notamment la ville de Barcelone il y a longtemps, et j'ose espérer que ça pourrait être une source d'inspiration pour la ville du futur, c'est de penser cette qualité sur l'échelle métropolitaine et d'établir une norme qui fait que peu importe où vous habitiez, vous avez un espace public qui vous permet de faire comprendre que vous appartenez à un même tout et qui a la même qualité d'usage. Donc là, je ne sais pas si c'est des choses qui vont être véritablement saisies. Là, ce qu'on voit pour le moment dans les débats sur les espaces publics, c'est malheureusement des débats à mon sens, assez peu intéressants sur la question de la propreté de l'espace public et qui généralement vont dans le sens d'un hygiénisme, donc non pas uniquement de la propreté. Donc on peut concevoir la question de rendre l'espace, d'être sûr qu'on ne va pas s'infecter par l'espace public, mais on voit derrière aussi toutes les considérations morales qui est-ce qu'il y a dans l'espace public, comment on se comporte dans l'espace public, avec les mots qui reviennent souvent dans les commentaires des articles, la crasse de l'espace parisien. Et tout ça, ce sont des débats qui vont pas forcément dans le sens d'une politique intéressante de l'espace public pour le rendre justement un espace partagé, ce dont on a impérativement besoin, ce qu'a montré cette crise. Peut-être dernière question qui est posée par plusieurs personnes, Maëva et Isabelle notamment, sur potentiellement la montée en puissance d'espaces publics plus communautaires, où on se renferme sur des plus petits noyaux. Alors tu as parlé de l'échelle métropolitaine, là on se trouve peut-être une échelle plus locale. Est-ce que ce que l'on expérimente dans notre vie de cette crise
peut avoir comme impact l'augmentation de ces espaces ouverts, très communautaires, plutôt fermés, plutôt protégés, du coup, donc une sorte de contradiction presque entre ces espaces publics et ces espaces de potentialité plus communautaire. Tout à fait, c'est un des paradoxes de cette crise. C'est à la fois, on était avant le confinement dans des sociétés qui étaient hyper mobiles, où justement, ce qui était assez souvent déploré, c'était un manque d'ancrage local extrêmement important, donc à savoir avec des vies qui n'arrivaient pas à s'impliquer dans la vie locale et qui sautaient d'un lieu à l'autre, ce qui est aussi une forme énorme de richesse et d'ouverture à l'extérieur, ça il ne faut jamais l'oublier. Avec le confinement, ça a été la redécouverte de l'espace local, et la redécouverte de ce qui est connu depuis très longtemps, et notamment dans les pays anglo-saxons, le placemaking, donc le fait de l'investissement de la communauté dans l'aménagement de l'espace public, et ce qui a un côté très positif, à savoir de suppléer, enfin en tout cas de coopérer avec la puissance publique pour organiser l'espace public. Donc c'est des choses qui sont intéressantes, mais dont on oublie souvent effectivement le risque, à savoir le communautarisme et donc la fermeture et le fait de privatiser l'espace public, où finalement, à force de s'approprier cet espace public, ça devient à un tel point une extension de son chez-soi que autrui, l'inconnu, celui qui n'appartient pas au quartier, n'a plus vraiment le droit d'être là. Et dans un contexte de pandémie, notamment dans un contexte où il y a énormément de malades asymptomatiques, on peut arriver à cette fermeture de contrôle sanitaire, de dire là, on sait qui est-ce qui est là, on sait qui rentre, qui sort, avec qui a été en contact avec qui, etc. Donc là, c'est sûr. Celui de l'extérieur est forcément quelqu'un est un danger. Et ça, c'est un risque qui va certainement, faut voir en fonction. C'est les premières semaines aussi. Les premières semaines de déconfinement seront certainement un test. Après, l'humain a aussi la capacité à oublier ce genre de choses et à faire abstraction, mais c'est pas un risque à négliger en tout cas. Ben, merci Chloé, espérons qu'on trouve collectivement les ressorts pour continuer à faire société dans ces nouveaux espaces publics qui doivent être repensés, peut-être réinventés. En tout cas, merci pour tes Merci à vous. éclairages, merci pour tes réponses à tes questions. Merci à vous pour effectivement vos questions, et vous continuez à avoir des réactions dans le chat. Vous pouvez d'ailleurs continuer à échanger pour le quart d'heure qui suit entre vous et avec Chloé en rejoignant l'espace de networking qui est dans la partie gauche de vos écrans. Moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle conférence 30 minutes pour demain. Chloé l'a évoqué, on recevra Cécile Maisonneuve sur les sujets notamment du numérique. Alors moi, je vous dis bon week-end à tous, et puis en dépit de cette période un peu singulière, bonne fête du travail à tous, même si on ne pourra pas la vivre dans l'espace public. Merci à vous, bon après-midi et à lundi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.